Bonjour à toutes et à tous, belle Luciole, et merci de me retrouver aujourd'hui sur la chaîne. On va parler dans la continuité d'ailleurs de la vidéo précédente qui parlait du couple, qui est à réinventer. Aujourd'hui, on va parler des traditions qui volent en éclats. C'est un peu, ça s'inscrit un peu dans la même lignée. Et c'est un peu comme ce qui est en train de se passer depuis quelques longs mois, voire pour certains depuis plusieurs années, et qui va vraiment s'intensifier. C'est justement la déconstruction de toutes ces structures sur lesquelles on s'est bâti, qui ne sont pas des structures équilibrées et saines, mais qui sont plutôt là pour faire comme des béquilles et qui sont un peu bancales, prêtes à se casser la figure. Alors on a l'habitude largement de montrer du doigt ces grandes structures que sont le système de santé actuel, le système d'éducation, toutes ces choses-là, la politique et tout ce qu'on veut. Mais il y a aussi des choses qui s'immiscent dans nos vies quotidiennes d'une autre façon, qui s'immiscent dans nos familles. C'est toutes les traditions qu'on trimballe avec nous et souvent la plupart du temps de façon inconsciente, comme si c'était une vérité et qui finalement ne sont que des cache-misères. Et c'est vraiment ce qu'on nous demande de voir en ce moment, c'est d'aller plus loin pour retrouver encore plus d'espace de liberté à l'intérieur, pour aller plus près encore de ce qui pourrait être notre bien-être, notre équilibre entre terre et ciel, donc avec une bonne santé, autant physique que psycho-émotionnelle, énergétique, spirituelle, toutes les facettes qui nous comportent. En allant justement voir, décoller ce qui est collé, comme si c'était tellement collé dans le décor qu'on croit que c'est la réalité, mais finalement ce sont là aussi des autocollants qui sont collés là sur le poster dans lequel on vit et qu'on peut les décoller s'ils ne nous conviennent pas. Et je voulais particulièrement pour ça revenir sur quelque chose que vous avez peut-être connu vous aussi ou que vous connaissez peut-être encore d'ailleurs au sein de vos familles. Ces repas interminables du dimanche midi. Alors c'est pas forcément le dimanche chez tout le monde, mais moi c'est ça qu'on m'a montré. Quand je me suis connectée aux énergies ambiantes et à ce qui demande à bouger, ce qui est en train de bouger et qui demande notre observation, notre regard et notre appréciation, c'est justement au niveau de ces repas familiaux, qui est un exemple de plus, une illustration de plus de ce besoin intense que connaît l'humain en ce moment de revenir à quelque chose qui lui est propre, qui lui est personnel, comme je l'évoquais dans le partage sur le couple. Parce que c'est comme si en fait cette tradition par exemple du dimanche midi en famille où on s'assoit, on commence par l'apéritif, puis après il y a une entrée, puis après il y a un plat principal, puis après il y a la salade avec le fromage, puis après il y a un dessert, puis après il y a un café, une tisane, puis après on reste à table, on joue au Scrabble, et puis après il y a un goûter, et puis on reste là à table pendant je ne sais combien de temps, de midi moins le quart à 16h30, et après on va faire une petite marche dans l'après-midi. Alors je ne sais pas si vous connaissez ça actuellement ou si vous avez connu ça à l'époque de vos parents, de vos grands-parents ou peu importe l'âge que vous avez. Mais c'est comme si on me montrait cette illustration comme quelque chose qui est en train de se défaire. Un peu comme si c'était une photo, qu'il y avait une photo là de la réalité on va dire, puis qu'il y avait une illustration de ce dimanche en famille qui est là et qu'il est en train de peu à peu disparaître. Oh, attendez, il y a du bruit. Qu'il est en train de disparaître peu à peu. Ça me rappelle un peu comme si vous l'avez vu ce film, dans le film Retour vers le futur, quand il regarde une photo et il se dit mince, il y a comme quelque chose que j'ai dû louper là dans ce que je viens faire dans ce temps-là précis, parce que le personnage de ma photo disparaît. Puis souvent c'est soit lui-même, soit quelqu'un de sa famille. Donc là il se dit mince, ce que je suis en train de changer dans la ligne du passé a un impact dans le présent, et du coup ça veut dire que dans le présent mon père, mon grand-père ou moi-même je n'existe pas finalement parce que je suis en train d'intervenir sur la ligne du passé. Bon, petite parenthèse fermée, c'est vraiment comme ça que ça se présente à moi, comme si vraiment ici on avait une photo et que ce qui faisait vraiment partie du décor, comme si on ne pouvait pas le déloger jusqu'à présent, était en train de peu à peu disparaître, parce que il faut la vider cette photo, il faut vider tous les espaces qui sont encombrés de façon automatique, traditionnelle, classique, comme si c'était rentré dans les mœurs, mais que finalement ça n'avait pas lieu d'être pour nous.
Alors ça va pas concerner tout le monde, il y a des gens qui vont très bien se sentir le dimanche en famille à manger, à s'en faire péter la panse et à rester 3 heures à table. Mais ici, c'est comme s'il y avait une grosse institution familiale. Et c'est important de ne pas la toucher parce qu'elle est là comme pour cacher quelque chose. Elle est là comme pour cacher, comme pour rattraper le drame. La plupart du temps, ces traditions-là, familiales, sont arrivées dans nos familles après la guerre. À la guerre où vraiment on a vécu des horreurs, où il y a eu parfois des manques certains de nourriture, des famines pour les plus démunis, parfois devoir manger des choses qui ne se mangent pas, des choses avariées, donc on se rend malade. Donc vraiment, il y a comme autour de l'alimentation quelque chose qui est très très important et vous le savez forcément parce que j'imagine que vous avez peut-être vous aussi dans vos familles des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes, des grands-oncles, des grandes-tantes qui ont un rapport à la nourriture très particulier. Ce rapport de « il faut rien gaspiller » par exemple. Il faut acheter que le nécessaire, il faut acheter de la bonne qualité, il faut rien gaspiller, il faut en avoir suffisamment, il faut pas en manger trop parce que sinon on va gaspiller. Il y a un peu tous les extrêmes, mais cette espèce de rapport à la nourriture d'après-guerre là. En plus de ça, il y a aussi, quand on est sur ces repas de famille, la communion, le fait de se retrouver, le fait d'être ensemble. Ça c'est important. C'est la famille, parce qu'il y a eu tellement de familles à être complètement disloquées à cause de la guerre. Certains qui partent, des maris qui partent et qui ne reviennent jamais, donc des femmes qui se retrouvent seules, des enfants qui se retrouvent orphelins, que ce soit des maisons aussi, les maisons qui explosent, les maisons qui sont détruites. Donc finalement, la famille, la maison, le repas, c'est quelque chose qui a été sacralisé parce qu'il venait comme reconstruire cette espèce de souffrance qu'on ne peut pas connaître, nous qui n'avons pas connu ce temps-là. À cause de la guerre, à cause de toutes ces souffrances-là du passé. Donc on va dire que ce qu'on vient instaurer ici, c'est comme une réparation en fait. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas, comme je le dis très souvent, à l'époque de nos grands-parents, à l'époque de la guerre, il n'y avait pas des psychologues, il n'y avait pas des énergéticiens, il n'y avait pas des médiums, il n'y avait pas des psychothérapeutes, il n'y avait pas des accompagnants, quels qu'ils soient, à tous les coins de rue. Donc il fallait bien réussir à faire quelque chose et à continuer de vivre avec ce poids du passé qui était le nôtre. Donc ce qui s'est passé ici, c'est qu'on a fait ce qu'on a pu et au lieu de descendre justement dans nos terres intérieures parce que c'était pas disponible du tout à l'époque, eh bien on allait plutôt aller voir à l'extérieur comment faire. Maintenant que tout ça c'est terminé, maintenant que cette guerre est derrière nous, c'est très important, ces valeurs sont très importantes et on va les sacraliser. Et tous les dimanches en famille, vous allez venir manger chez papy, mamie, on va se retrouver, on va être en famille, on va faire du lien, on va être là en soutien fort les uns avec les autres. On n'est pas seuls. On est ensemble, on est une famille, on est dans notre maison là. Ça c'est notre maison, c'est notre salon, c'est des beaux meubles, c'est de la belle vaisselle. C'est vraiment, les anciens avaient ce goût des choses qui n'est plus vraiment au goût du jour à notre époque, puisque nous c'est plutôt le goût de ce qui coûte pas cher. Mais on va dire qu'il y avait vraiment cette importance-là. Il y a toute une valeur autour du repas. Et puis on va être là et il va y avoir de l'abondance. On va pouvoir manger tout ce qu'on veut. Il y aura peut-être même 2 plats principaux. Et puis tu peux te resservir si tu veux, vas-y. Et puis il y a tout ce qu'il faut que tout le monde y trouve son goût. C'est tellement important. Je me rappelle d'ailleurs ici, personnellement, ma grand-mère moi j'étais une enfant qui avait pas mal de difficultés avec plusieurs aliments. On disait de moi que j'étais difficile. Bon, aujourd'hui, moi je vois pas ça de la même façon, mais en tous les cas, c'est comme ça qu'on me qualifiait à l'époque. Et ma grand-mère, c'était tellement important pour elle que je puisse moi aussi me régaler et faire festin, parce que pour elle, c'était vraiment quelque chose de très important, que du coup, elle allait carrément faire 2 entrées ou 2 choses différentes. Par exemple, à l'apéritif, elle mettait toujours des petites saucisses parce qu'elle savait que j'aimais ça. Moi, j'aimais pas forcément les petits toasts avec du saumon, des machins, des foie gras et tout ça. J'aimais pas ces machins-là. Et ben, elle me mettait toujours des petites saucisses, par exemple. Et quand il y avait l'entrée, là, les belles coquilles Saint-Jacques qu'elle faisait elle-même et tout ça, et que moi je n'aimais pas, eh bien elle me faisait des petits filets de poisson, là, des petits filets de sole délicieux avec une petite sauce au beurre qu'elle me mettait dans les coquilles Saint-Jacques, enfin dans la coquille de la coquille Saint-Jacques. Pour que moi aussi j'ai une petite coquille et que j'ai quelque chose que j'adore manger, quelque chose qui soit de qualité et pas une vieille tranche de jambon là comme on donnerait aux enfants vite fait parce qu'ils aiment pas et puis qu'il faut bien qu'ils mangent quelque chose. Elle me faisait vraiment quelque chose de qualité. Je la remercie au passage parce qu'en plus je sens en ce moment leurs énergies à elle et à mon grand-père
Et je pense que c'est pour ça aussi que quand je me connecte à ce qui se passe en ce moment, il y a aussi ce sujet-là. C'est vraiment qu'ils sont très présents pour moi en ce moment. Et ce n'est pas le cas que chez moi. L'information que j'ai eue dernièrement, c'est vraiment ça. C'est là, en ce moment, nos défunts, nos aïeux, ils sont avec nous. On a un grand besoin d'aller faire un ménage intérieur en rapport aux legs transgénérationnels, que ce soit les legs transgénérationnels dramatiques, comme les secrets de famille, les guerres, les viols, les enfants illégitimes, tous ces trucs-là qu'on a tous dans nos placards, dans nos familles, ou que ce soit aussi les legs transgénérationnels, justement par rapport à ce que je viens vous parler aujourd'hui, là, les legs de tradition plutôt, mais que ce soit aussi sur les bonnes choses qu'ils nous ont transmises. C'est important vraiment de remettre chaque chose à sa place là en ce moment. Donc moi je suis très en lien là avec eux et je prends le temps de faire un gros bisou énergétique à chacun d'entre eux, et notamment à ma grand-mère que je suis en train d'évoquer avec tout ce qu'elle a fait pour moi justement autour de l'alimentation. Et tout ça pour vous dire que certainement pour vous aussi ça brasse de ce côté-là. Il y a peut-être quelque chose au niveau des traditions, au niveau du legs transgénérationnel, au niveau de vos défunts qui sont là avec vous, qui sont là pour vous soutenir et qui ont besoin de votre soutien. C'est vraiment comme un travail d'équipe. C'est pas ouais moi je travaille à fond et je vais libérer l'arbre généalogique, je suis toute seule, génial. Ou alors c'est pas eux ils sont là dans la lumière maintenant et ce sont mes guides et je les laisse me guider. Non, c'est un travail d'équipe, c'est tout le monde, ceux qui sont incarnés et ceux qui ne le sont plus. Et chacun est parfaitement aligné au rôle qu'il a à jouer. Donc un grand merci pour ma grande mamie chérie qui me préparait ces petites entrées. Donc tout ça, voilà, je sais même plus ce que je disais du coup à ce moment-là. Si, voilà. Tout ça, c'est vraiment comme pour venir réparer. Parce que eux ne pouvaient pas faire autrement. Eux ne pouvaient pas faire du décodage biologique, eux ne pouvaient pas aller voir un psychologue, faire de l'EMDR ou je ne sais quoi d'autre. Il n'y avait pas ça. Donc ils réparaient en cachant, en mettant un pansement sur la blessure. Et c'était leur rôle, on ne peut pas leur demander autre chose. C'est ça qu'ils avaient à faire. Et ils nous ont passé quelque chose, ils nous ont comme passé une notice d'utilisation. Derrière ces interminables repas en famille, il y a comme s'il nous glissait dans la main une notice, comme si c'était un courrier qu'on était en train de lire et que c'était écrit « Attention, quand il y a un drame, camoufle-le. Tu ne peux pas rester, tu ne peux pas aller plonger dedans, sinon tu vas pas réussir à t'en relever en fait. Donc camoufle-le. Viens le cacher. Va chercher à l'extérieur tout ce qui va te permettre, comme un pansement qu'on irait chercher dans le placard à pharmacie pour mettre par-dessus la blessure. » C'est ça qui nous transmettent à travers ces dimanches en famille. Et ces repas interminables. Et c'est comme si ça avait été répété tellement, mais tellement de fois. Vous savez, c'est comme les enfants qui sont à l'école et qui répètent l'étape de multiplication par cœur, qui fait qu'à un moment donné, ça fait partie de l'automatisme. Enfin, pour ceux qui ont la chance de les connaître par cœur, ce qui n'était pas mon cas. C'est peut-être pas le meilleur exemple que j'aurais pu trouver. Mais il y a cette espèce de rabâche, tout le temps, tous les jours, comme ce qu'on fait à l'école, les rituels de lecture, les rituels d'apprendre l'alphabet avec une petite chanson. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, c'est tellement répété que c'est incrusté simplement à l'intérieur de nous, que ça fait partie de nous et qu'on est comme si on se rendait même pas compte que c'était quelque chose qu'on nous avait fait avaler, mais que ça n'est pas nous. Comme si justement, ces repas de famille, ils sont tellement bien collés dans le décor qu'on voit même pas que c'est un autocollant qu'on peut décoller. On a l'impression que c'est le décor, on a l'impression que c'est le réel. Comme un rôti, je pense au rôti du dimanche justement, qui est tellement ficelé là, tellement saucissonné que la ficelle elle lui est rentrée dedans et qu'on la voit même plus. Qu'il faut aller presque creuser là quand on coupe la tranche de rôti pour voir qu'il y a une ficelle et l'enlever. Ici, ce qu'on nous demande, ce que la vie nous demande et ce que nos ancêtres qui sont de l'autre côté maintenant nous invitent aussi à faire, c'est à aller guérir ce qu'ils essayaient eux de cacher. Et là je parle des repas le dimanche en famille, mais c'est plein d'autres choses. Il y a plein d'autres façons de le cacher. Et ça c'est à vous d'aller le découvrir dans vos familles en particulier. Parce que aujourd'hui ce qui était une solution hier va devenir aujourd'hui quelque chose qui va être tout à fait le contraire et qui va nous desservir. Si aujourd'hui on fait la même chose qu'à l'époque, déjà, ce qu'on sait aujourd'hui, qu'on ne savait pas forcément à l'époque, c'est que notre corps, là, il n'est pas fait pour manger pendant des heures et des heures. Quand on a commencé à manger, le bol alimentaire, il vient donner une information
dans l'estomac, au foie, pour dire ok, il y a ça, ça et ça qui est en train d'être digéré, balance tel enzyme, balance tel truc, on a besoin de ça, de telle dose d'acide, de machin, de bidule, pour pouvoir digérer tout ça. Hop, c'est en train d'être digéré. Ça passe à l'étape suivante. Et puis là, on a fait la pause, on a pris le digestif, le machin, on a fumé une clope, on a discuté un peu, et puis bim, il y a le fromage qui arrive. Et on en remet une couche sur une digestion qui était déjà rendue à l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4, et qui du coup, on va devoir tout reprendre. Ah mince, attends, c'est pas ça les gars. Ils nous en remettent dans le gosier là, il faut réenvoyer des enzymes, réenvoyer de l'acide, machin. Et en fait, si on fait ça régulièrement, si on fait ça tous les dimanches, au bout d'un moment, notre corps, il en peut plus. Il n'en peut plus. Il n'est pas fait pour manger de cette façon-là. Ajoutons à cela qu'à l'époque de nos grands-parents, il y avait encore des aliments de bonne qualité. Disons qu'on les trouvait facilement et à prix plus ou moins abordable. Aujourd'hui, si on veut trouver des aliments de bonne qualité, déjà, faut faire un effort. C'est pas à la supérette du coin qu'on les trouve. Faut faire un effort. Puis il faut sortir aussi les sous du porte-monnaie parce que souvent, ça coûte plus cher que quelque chose qui est bourré de saloperies. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on fait des dimanches en famille, alors qu'on en a déjà fait toute notre enfance et qu'on vient de parents qui l'ont fait eux aussi et de grands-parents qui l'ont fait eux aussi, notre système, autant physique, physiologique que énergétique, que émotionnel, est fatigué et il n'en peut plus de manger tout ça, de se remplir pour aller remplir le vide qui est à l'intérieur, ce vide intersidéral que nos grands-parents n'ont pas pu, eux, aller visiter. Ajoutons à cela la qualité médiocre de ce qu'on mange aujourd'hui. Si on s'aligne comme ça pendant 4 heures à table à manger tous ces plats, mais avec de la qualité d'aujourd'hui, on se rend malade encore plus vite. Donc ce qui était à l'époque une solution devient aujourd'hui un problème. Et quand ça arrive, et là je vous parle de l'alimentation, mais c'est sur tellement de points, ouvrez vos consciences à fond, parce que ça c'est vrai pour tout en fait. Hein, comme avant, j'évitais, par exemple, j'en sais rien, moi j'évite, je sais pas quoi, j'évite d'aller dans les groupes parce que, en fait, ça me fait peur, j'ai peur d'être rejetée, je sais pas quoi. Et puis c'était bien pour moi parce que, par exemple, je sais pas, moi j'ai, j'en sais rien, j'ai une intolérance au bruit, donc je peux pas aller dans les groupes en fait parce que ça fait trop de bruit, Et donc jusqu'à présent, bah c'était bien, ça me permettait de m'isoler, de respecter mes besoins. Mais finalement, je me coupe aussi de ce que le groupe peut apporter. Et aujourd'hui, mon corps, mon cœur, mon esprit m'appelle là-dedans et se dit merde, avant c'était ce qui me faisait du bien et aujourd'hui c'est ce qui me rend malade. Donc tout ça c'est vraiment pour pouvoir reposer sur la table. Là, on sort tous les fonds de tiroir, tous les trucs qu'on croit acquis, tous ces trucs où on se repose sur ses lauriers, on ressort tout, on pose tout sur la table pour réévaluer. Est-ce que je garde ou est-ce que je jette ? Parce qu'aujourd'hui ça va vous rendre malade de faire ces dimanches en famille où on bouffe à outrance pendant tant d'heures, où on reste assis, on n'est pas en mouvement, où on boit un petit digestif par là-dessus. Vous savez, ça marchait tant que nos corps n'étaient pas trop malmenés. Mais on arrive d'une génération qui arrive elle-même d'une génération, excusez-moi, et ainsi de suite, où les corps ont été malmenés. À cause des traumatismes, il n'y a pas que la guerre, hein. À cause des carences, qu'elles soient vraiment physiologiques ou qu'elles soient affectives. Et un corps qui a été en manque, un corps qui a été malmené, une biologie qui a été malmenée, comme celle de nos grands-parents par exemple, quand elle a procréé, quand elle a fait un enfant, eh ben elle a fait un enfant depuis des cellules qui étaient souffrantes, qui portaient une information de souffrance, que ce soit purement biologique, donc avec, je sais pas, une carence de telle vitamine, de tel truc, de tel machin, ou une carence affective qui se lie aussi dans nos corps. Tout ça, dans la mémoire de ce qu'on donne à nos enfants, c'est donné. Donc l'enfant qui naît de ces parents-là, déjà il naît avec un manque, entre guillemets. Mais après il va faire un enfant à lui-même, qui non seulement part de son manque à lui, puis de tout le manque qu'il a vécu dans sa propre vie, et ainsi de suite. Donc on arrive, on n'est pas des organismes, on part pas du même point de départ que nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, qui eux pouvaient tenir toute une vie en étant un peu malades, un peu souffrants, mais sans que ce soit forcément à éclater dans tous les sens comme aujourd'hui avec ces maladies chroniques, ces nouvelles maladies émergentes dont on ne connaît rien et qu'on essaye de nous vendre des petites pilules magiques qui fonctionnent pas pour cacher la misère. Il n'y avait pas tout ça avant. Mais là on arrive de personnes qui ont elles-mêmes tenu ce qu'elles ont pu, qui ont donné naissance à des personnes qui tiennent ce qu'elles ont pu, et ainsi de suite. Donc nous, quand on arrive ici, on n'a pas les mêmes billes. Donc quand nos grands-parents nous disent « Ah ben oui, mais je sais pas quoi, moi,
Intolérant au gluten, mais non, pour eux, c'est pas possible. Le blé, c'est le pain. Le pain, mon Dieu, tu fais ta croix derrière le pain. C'est béni, en fait. Le pain, c'est la première des choses à avoir sur sa table quand on se met à table, en fait. Donc, si aujourd'hui tu dis, bah moi, je peux pas manger de farine, alors là, c'est bon pour les grands-parents, ils comprennent rien. Et toi, tu as l'impression d'être juste fragile et faible et mince, j'ai un problème. Non, c'est juste que déjà, les farines sont pas les mêmes qu'à l'époque et que eux avaient leur histoire et la nôtre n'est pas la même parce que nous, on a notre histoire, mais on porte en plus celle de nos parents, plus la leur, celle de nos grands-parents et celle peut-être même de ceux d'avant encore. Donc, c'est pas du tout la même distribution des cartes à notre génération qu'à la leur. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Ce qui veut dire que ce qui était bon à leur époque, de se mettre à table, d'être réunis et tout ça, c'est plus bon à notre époque aujourd'hui. Et parfois, il ne faut pas chercher plus loin. Parfois, c'est la façon dont on mange qui ne nous convient pas. Parce qu'on a appris à manger comme ça. On a appris à manger comme ça parce que vous savez, il y a toutes ces modes, tous ces lobbying, toutes ces choses-là, elles ont été mises en place par des gens comme nos grands-parents qui essayaient de mettre un pansement sur une blessure. Ça ne sont pas des vérités, comme quand on dit les enfants ils doivent dormir sur le dos. Puis finalement, après, c'est les enfants, ils doivent dormir sur le ventre. Puis finalement, les enfants, ils doivent pas être allaités, hein, parce que, voilà, il faut quand même que le père aussi puisse nourrir, que la mère, elle puisse avoir son indépendance, et gna gna gna. Puis après, finalement, on y revient, oh la vache, il faut allaiter. Donc il n'y a pas de il faut, il n'y a jamais de il faut, en fait. Donc là, c'est comme si on nous demandait de remettre tout ça, toutes nos convictions profondes, toutes ces espèces de traditions qui sortent d'on ne sait où, sur la table. Et d'aller se dire, moi, je veux pas savoir qu'est-ce qui est bon pour les humains? Je veux savoir qu'est-ce qui est bon pour moi. De quoi moi j'ai besoin pour être nourri. Et quand je dis nourri, c'est autant la nourriture, l'aliment, que toutes les nourritures autour, les nourritures émotionnelles. Qu'est-ce qui me fait du bien? Et ça nous demande un chemin particulier. Ça nous demande de réussir à se détacher déjà de toutes ces ficelles qui à un moment donné nous maintenaient, nous empêchaient de tomber, mais qui aujourd'hui nous saucissonnent et nous empêchent d'avancer. Parce que je suis presque sûre que pour la majorité des gens qui écoutent ce partage-là, il y a quelque chose de très simple que vous pouvez conscientiser et qui va changer les choses pour vous. Sans que vous ayez besoin de faire des trucs de fou furieux dans tous les sens, juste de dire mais oui, c'est vrai ce truc-là ou celui-là. Oh, je le fais. Pourquoi je le fais? Pourquoi je pense comme ça? Pourquoi je réponds comme ça quand on me parle? Pourquoi je fais ce métier? Pourquoi? D'aller se poser quelques questions et s'observer. Il ne s'agit pas non plus de faire tourner le hamster sans pause dans la tête, mais juste de prendre un temps de repos et de remettre des choses à leur place. C'est ça que vous allez pouvoir observer dans les prochains jours. Et vous savez quoi? En faisant ça, ça va faire du bien à tout le monde. Ça va vous faire du bien à vous parce que du coup, vous allez plus être là avec, j'en sais rien, moi, il faut, justement, il faut tous les dimanches, hein, c'est la tradition chez nous, il faut être à table pendant tant de temps et puis rester, puis les enfants doivent se taire et puis les adultes doivent parler des informations, j'en sais rien, ou bien qu'est-ce que ça peut être d'autre, j'en sais rien, toutes ces choses-là qui sont juste des bases sur lesquelles vous vous êtes construite et qui sont tellement intimement liées à votre enfance et à votre construction que vous ne voyez même pas qu'elles sont possiblement à remettre en question. Quand vous allez le faire, vous allez vous détacher de ça et comme si ça disait « Waouh, ça me convient plus en fait. Ça me fait du mal, j'en veux pas. » Et vous allez voir que tout ce qui va vous rattacher à ça, quand vous allez essayer de vous en détacher, vous allez être comme obligé d'aller visiter ce qui vous retient, parce qu'il y aura comme des cordes qui vont vous retenir. Par exemple, j'en sais rien, j'ai plus envie moi d'inviter tout le monde le dimanche en fait. Ça c'est ce qu'on m'a toujours dit de faire et c'est ce que j'ai toujours fait, mais j'ai plus envie, pour rester dans cet exemple-là. Et ben vous allez voir que ça va être difficile quand même de vous arrêter du jour au lendemain. Vous allez dire ah ouais mais qu'est-ce qu'ils vont penser les autres, ou alors ah ouais mais moi c'était bien parce que ça me permettait quand même de voir tel et tel machin. Il y aura plein de trucs en fait. Donc il ne s'agit pas ici de couper net et de dire c'est stop, c'est bon. Parce qu'en effet, il y a des choses là-dedans qui sont intéressantes. Se regrouper, c'est chouette. Pouvoir être en famille, si tant est que ça serve, que les gens soient heureux et que ce ne soit pas des moments où on se prend le bec, c'est génial. Partager autour d'un repas, c'est chouette aussi. Il y a des choses qui sont bonnes à garder en fait. C'est pour ça que c'est pas tout jeter, c'est vraiment d'aller voir qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et quand vous allez faire ça, ces cordes qui vont comme vous empêcher de mettre fin à ce que vous voudriez vraiment terminer ici, ce sont les portes d'entrée
pour libérer beaucoup plus que ça. Vous libérez vous et libérez aussi tous vos ascendants et forcément aussi tous les descendants. Ce qui veut dire que c'est là qu'on travaille ce qu'on appelle les legs transgénérationnels. C'est une façon de le faire si on ne va pas voir quelqu'un comme moi. Si on ne va pas voir quelqu'un comme moi qui travaille sur le leg transgénérationnel, on peut aussi déconstruire toutes ces choses, en tout cas pour les choses simples, parce qu'il y a plein de choses qui sont beaucoup plus compliquées qu'on peut pas appréhender en fait juste comme ça. Mais vous allez tirer des ficelles et vous allez aller voir qu'est-ce qui vient, comme si vous étiez vraiment l'enquêteur là. Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce que ça vient remuer? Qu'est-ce que ça vient remuer chez moi? Est-ce que ça c'est vraiment à moi? Est-ce que c'est seulement à moi? Est-ce que c'est quelque chose qui appartient aussi à mon père, à ma mère? Ah oui, tiens, je vois ça plutôt chez ma mère. Ah, puis tiens, ici chez elle, est-ce que ça vient d'elle seulement? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie qui aurait pu semer ça? Est-ce que ça appartient plutôt à son père? À sa mère? Ah oui, peut-être à son père. Ah oui, c'est vrai. Et ainsi de suite, et de voir en fait que une fois que ce travail est fait, et quand je dis travail, c'est pas seulement l'investigation en mode enquête dans la tête. Hein. Ça, c'est vraiment une façon de pouvoir avancer, mais qui n'est pas la seule qui existe d'ailleurs, parce que des fois, juste de faire rien du tout et de s'asseoir en pleine présence, ça fait avancer tout autant. Mais c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez visité, que vous aurez plongé dans ce dossier-là, et que vraiment vous l'aurez libéré, toute la charge qui vous appartient en tout cas, tout ce qui passe à travers vous en tout cas, à ce moment-là vous aurez libéré vous-même, donc ce sera beaucoup plus facile de voir qu'est-ce que j'aime, quels sont mes besoins, qu'est-ce qui est moi, au lieu d'être un copier-coller de ce qu'on m'a collé dessus il y a X générations. Donc déjà ce sera plus évident pour vous, parce qu'aujourd'hui je connais plein de personnes qui disent mais moi en fait je ne sais pas ce que j'aime, je n'ai aucune idée. Quand on me dit qu'est-ce que tu pourrais faire, là, fais quelque chose que tu as envie de faire, tu n'as rien à faire, tu n'as pas besoin d'être utile, tu n'as pas tes enfants avec toi, tu n'as pas besoin de gagner d'argent, voilà. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Il y a plein de gens qui disent je ne sais pas. Parce qu'en fait, on n'a jamais fonctionné pour soi. On a fonctionné avec tout ce que tout le monde nous a collé dessus. Donc quand vous êtes à cette phase-là, c'est pas évident de savoir qu'est-ce qui est bon pour vous. Par contre, quand vous libérez vraiment ces espaces-là de souffrance, en tout cas ceux que vous portez, vous libérez tellement de place qu'ici peut venir passer à travers vous le courant de la vie. Et quand le courant de la vie passe à travers vous, c'est beaucoup plus simple de savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je viens faire. Tous ces gens qui se posent une question sur c'est quoi ma mission de vie, c'est pas en allant le chercher avec votre tête que vous allez la trouver, votre mission de vie. Peut-être vous pouvez vous en approcher un peu. Mais c'est vraiment en allant libérer tous ces espaces et en laissant le courant de vie circuler en vous qu'il y a tout qui va se mettre en place. Tout. Que ce soit l'extérieur qui vient comme proposer quelque chose et vous allez dire ah ouais tiens ça me dit bien ce truc là j'ai envie d'y aller, puis là vous êtes surprise vous-même en disant ah bah tiens voilà un truc que j'aime, un truc qui me fait vibrer, cool. Ou bien vous allez avoir un eureka, ah tiens ce truc là c'est vrai j'aimais bien le faire avant, je vais essayer de le refaire et puis ça va vous plaire ou non, et voilà. Mais il va vraiment avoir quelque chose de l'ordre de la facilité, de quelque chose qui s'invite et pas quelque chose que vous allez chercher. Donc ça travaille pour vous, forcément ça travaille pour vos enfants, parce que tout ce que vous portez parce que vos grands-parents n'ont pas réussi, eux, à le porter, et vous le portez, bah, c'est la même chose. Tout ce que vous portez et que vous n'arrivez pas complètement à terminer ou à libérer, bah, vos enfants le portent aussi. Hein. Donc tout ce que vous allez libérer ici va créer un espace dans lequel vos enfants vont pouvoir venir se libérer. Et du coup, ils n'auront plus que ce qui leur appartient à eux. Ils auront aussi leur route à faire. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils auront genre zéro problème et tout est génial et tout. Ils ont leur route à faire. Mais ils seront libérés, délivrés, comme dirait la chanson, de tout ce qui est en amont d'eux-mêmes, tout ce qui est ce legs transgénérationnel qui ne leur appartient pas. Toute cette souffrance en rapport à la guerre, à ceci, à cela, qui n'a rien à faire sur eux. Et qui viennent juste ici pour aider à mettre en évidence, pour pouvoir libérer. Et vous allez bien sûr aider en amont aussi. Vous allez aider vos parents, vous allez aider vos grands-parents, et ainsi de suite. Jusqu'au drame premier, celui qui est à l'origine de tout ça. Et eux, dans les espaces où ils sont actuellement, dans ces espaces entre la vie et la mort, qu'ils soient en paix, qu'ils soient dans un entre-deux, qu'ils soient, peu importe vos croyances à ce sujet-là, ils vont gagner ici. Ils vont gagner des pépites d'or aussi. Donc s'ils sont comme un peu bloqués entre deux mondes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore comme ceux qui pourraient appeler ça le paradis. Moi, j'appelle pas ça le paradis, parce que pour moi, il n'y a pas d'enfer et de paradis. Et pour moi, il y a un entre-deux où, en fait, on a du mal à aller comme se régénérer son âme dans l'endroit où on est censé être, moi ce que j'appelle le pays de la lumière.
parce qu'on a encore avec nous des poids, on a des vibrations qui sont basses. Ce sont les vibrations que l'on porte et que l'on a cachées derrière tous ces repas en famille. Ces vibrations de la guerre, du manque, de l'abandon, de la peur, des collègues, des amis qui sont morts, qui ne reviennent pas, ces famines, ces maisons qui volent en éclats, ces familles qui volent en éclats, cette peur, cette terreur, ce système nerveux qui est mis à rude épreuve. C'est tout ça qui les bloque. C'est pas parce qu'on meurt que tout ça d'un coup disparaît. Donc quand vous faites ce travail d'accompagnement de ce qui se passe en vous, vous vous mettez en lien aussi avec ce qui se passe pour eux. C'est ce qui se passe en séance quand je fais de l'accompagnement de l'aide transgénérationnelle. On va voir qu'est-ce qui les maintient ici. Et à ce moment-là, on n'a pas besoin, comme moi je le faisais avant, quand je ne connaissais pas toutes ces choses-là il y a 20 ans, on n'a pas besoin d'ouvrir un canal de lumière pour qu'ils s'engouffrent dedans. Non, il y en a peut-être certains là qui ont genre 2-3 petites ombres à leur tableau d'affichage et puis qui se sont juste plantés de route, et en effet si on leur ouvre un grand canal de lumière ici, ils montent. Mais ici il ne s'agit pas de faire de l'ingérence avec les défunts non plus. C'est moi je fais ma part, et en faisant ma part ça va permettre de bouger les lignes jusqu'à mes défunts. C'est-à-dire que moi je vais me mettre en lien avec leur histoire. Je vais peut-être avoir de la compassion, je vais peut-être avoir de la tristesse, je vais peut-être avoir d'un coup un genre de compréhension de « Ah mais mon Dieu, mais oui, c'est pour ça qu'il était comme ça, c'est pour ça qu'elle faisait ça ». Et comme si d'un coup il y avait un genre de douche de pardon qui arrive. C'est pas vous qui dites « Ah ok, je leur pardonne » ou bien « Ah oui, je les comprends ». Non, ça se fait, c'est quelque chose qui se vit. C'est pas quelque chose de l'ordre de la volonté, c'est quelque chose de l'ordre de l'être. C'est moi, je l'incarne d'un coup. Cette compréhension, ce pardon, cette douche d'amour. Et c'est ça qui vient libérer leurs espaces. Et c'est à l'intérieur de ces vibrations hautes que vous émettez, en lien avec eux, leurs histoires lourdes qui les empêchent d'évoluer, qui vont pouvoir passer dans cette cheminée de lumière. Moi, quand je vois les séances de ces dernières années, ça n'a plus rien à voir avec quand j'ai commencé. Je n'allume jamais, moi, j'ouvre pas de cheminée de lumière comme ça. Je me mets en lien. C'est quoi là que t'aurais dit si à l'époque il y avait eu un psychiatre, un thérapeute, un énergéticien, quelqu'un avec qui t'aurais pu vraiment ouvrir ton sac et tout vider? Qu'est-ce que tu lui aurais dit? Et c'est comme si du coup à ce moment-là nos aïeux pouvaient bénéficier de tout ce qu'on a aujourd'hui, de tout ce qu'on sait aujourd'hui, de comment on fait pour accompagner ces putains de charges traumatiques. Aujourd'hui, il y en a encore énormément et très peu de professionnels savent accompagner le traumatisme. Donc vous imaginez bien qu'à l'époque de nos grands-parents, c'était pas possible. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ils ont la possibilité d'entrer en contact avec les qualités de cœur et de présence qui sont nécessaires à la résolution de ces traumatismes. Par le biais du legs transgénérationnel, de la médiumnité, de toutes ces choses-là qu'on montre du doigt d'habitude, qui sont pourtant aujourd'hui une porte, une solution. Et à ce moment-là, quand ils se sentent entendus dans la compassion, sans jugement, quand il y a un cœur ouvert qui les écoute, toute cette énergie qui était comme bloquée à l'intérieur d'eux peut se dissiper. De la même façon que vous, si vous avez un traumatisme et que vous allez faire une séance de MDR avec quelqu'un de qualité en face de vous, c'est pas seulement le fait d'agiter ses doigts ou quoi que ce soit qui va arranger le traumatisme, c'est la qualité de sa présence. Si c'est quelqu'un qui vous regarde dans les yeux, quelqu'un qui est dans la compassion, quelqu'un qui n'est pas dans le jugement, quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui vous accompagne avec son cœur et tout son être, vous sentez ces résolutions magiques à l'intérieur de vous, comme si ces anciennes énergies tourmentées vous quittaient. Mais c'est la même chose avec les défunts. Et à ce moment-là, c'est toute votre famille que vous guérissez. Et quand on guérit au niveau psychologique, au niveau émotionnel, au niveau énergétique, on guérit aussi au niveau spirituel et au niveau physique. C'est-à-dire que toutes ces maladies de type génétique qu'on se transmet de génération en génération, à partir du moment où vous avez été à la base
Visiter quelle est l'origine, pourquoi cette maladie s'est installée, qu'est-ce qu'elle vient nous dire. Quand vous êtes allé visiter ça, vous arrêtez de la transmettre. L'épigénétique nous montre que les gènes ne sont pas une fatalité, qu'il y a transmission par les gènes des traumatismes, mais que le gène s'exprime ou non selon l'environnement qu'on lui donne, selon le stress, les stress. Ça peut être du stress physiologique, ça peut être du stress chimique avec des médicaments, ça peut être du stress auditif, ça peut être du stress, de tous les genres de stress différents. Donc avec l'environnement, que ce soit les ondes électromagnétiques, que ce soit les gens que vous côtoyez, que ce soit l'amour que vous vous donnez ou que vous ne vous donnez pas, que ce soit la bouffe que vous mangez, toutes ces choses-là, à un moment donné, vous pouvez appuyer sur le bouton off ou le bouton on et ça va se transmettre ou non. À partir du moment où vous allez guérir la base de psycho-émotionnelle de cette maladie, je sais que je vais en perdre pas mal au passage, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui aujourd'hui ne voient la maladie que comme une maladie qui leur arrive dessus, mon Dieu, comme par hasard, on est des pauvres victimes. Si c'est votre chemin, je suis désolée de vous contrarier, moi je pense différemment. Mais si on arrive vraiment à les libérer, la base de la base, la maladie, elle ne va pas se transmettre. Et ça, c'est quelque chose que la médecine d'aujourd'hui vous dira n'importe quoi, c'est des bêtises. Mais la médecine d'aujourd'hui, elle tend à devoir changer, elle aussi, parce qu'elle n'a pas tout le paysage. La médecine d'aujourd'hui, elle s'est forgée sur des peurs, des manques, du besoin de contrôle, du besoin de puissance. Et quand on construit quelque chose sur ça, ça peut pas tenir. Surtout à notre époque, où toutes ces choses-là qui sont construites sur des bases qui ne sont pas saines et équilibrées, tendent à se casser la goule, comme je vous le disais au début du partage. Tout ça, ça va être remis en question. Est-ce que vous aussi, vous avez envie d'être un explorateur, là ? Quelqu'un qui mène une enquête, quelqu'un qui avance, quelqu'un qui résolutionne, ça se dit pas, ça résolutionne, résout des difficultés. Est-ce que ça vous parle ? Je trouve ça chouette d'en arriver ici, en partant juste des repas de famille du dimanche midi. À bientôt.